Bienvenue mesdames et messieurs, c'est l'heure de suivre votre édition qui commence par les titres 16e anniversaire de la loi portant protection de la femme, c'est 10 janvier 2025. À l'occasion, le Parlement d'Affaires de Butembo-Lubero appelle la communauté à veiller à l'application effective de cette loi. Après évaluation, ces structures reconnaissent à cette loi des avancées et plaident pour l'intensification de sa vulgarisation et sa mise en œuvre effective. Le gouvernement congolais s'est dit déterminé à éradiquer la rébellion du M23 et autres rébellions qui sécurisent la République démocratique du Congo. Évoquant les avancées enregistrées sur les lignes de front, le gouvernement invite le peuple à soutenir son armée qui se bat pour défaire le M23 RDF, appuyé par le Wazalendo à Lubero, Rutshuru et Masisi, et la coalition phare des CUPDF sur les fronts des ZDF. Tout pour les sommaires, les détails dans ce laps de temps. Bienvenue mesdames, comme je l'ai dit au sommaire, le Parlement d'Affaires de Butembo-Lubero appelle la communauté à veiller à l'application effective de la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Un appel lancé lors d'un échange organisé pour marquer le 16e anniversaire de ces cadres. Les participants ont évalué l'impact de cette loi et ont émis de recommandations pour sa vulgarisation et sa mise en œuvre concrète. La sensibilisation et la mobilisation communautaire ont été soulignées comme des priorités. Suivez ce reportage de Gérard Mourefou. La rencontre qui s'est tenue dans la salle de l'association ADDF à Matanda dès 15h a rassemblé les membres du Parlement d'Affaires et leurs partenaires. Elle vise à célébrer la promulgation de cette loi tout en examinant son implicabilité 16 ans après son adoption. Les discussions ont permis d'identifier les défis persistants et de proposer des solutions. Joël Ngunza, intervenant lors de l'échange, a particulièrement insisté sur la responsabilité de la communauté dans l'application de cette loi. Selon lui, il est impératif que la sensibilisation et la propagande autour de cette législation soient intensifiées pour garantir son respect et sa faisabilité. La protection de l'enfant, parce que aussi au-delà de ça, il y a certaines personnes qui malheureusement l'interprètent mal et arrivent à ne pas bien protéger les enfants. Et donc si chacun connaît cette loi, on peut arriver à bien protéger les enfants de partout ailleurs. Cette célébration a aussi servi de rappel pour interpeller la conscience collective sur l'importance et le bien fondé de la protection de la femme. C'était les reportages de Gérard Mourefou rendus par Léandrine Maloulé. Situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement rassure de sa détermination à vaincre l'ennemi. Dans un briefing animé le jeudi 9 janvier, la ministre des Affaires étrangères et les porte-parole de FARDC ont exposé les progrès et défis dans cette lutte contre l'agression étrangère. Ils invitent tous les Congolais, chacun à son niveau, à conjuguer les efforts pour lutter contre cette agression. Suivez ces récits de Grâce Kaniki. Ce briefing était essentiellement axé sur le front militaire, diplomatique et médiatique des autorités congolaises, notamment la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, et le porte-parole de FARDC, le général-major Sylvain Kenke, ont présenté une évaluation globale de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. La ministre Thérèse Kaikwamba Wagner a souligné l'isolement croissant du Rwanda sur la scène internationale. Nous avons vu qu'il y a eu une succession de communications claires sur aussi la déception de plusieurs partenaires par rapport à la posture du Rwanda. À commencer par le 20 décembre, quand le nouveau mandat de la MONUSCO a été renouvelé. Il était très important de voir que dans le cadre de cette réunion du Conseil de sécurité, les États-Unis d'Amérique, mais aussi le Royaume-Uni, se sont prononcés contre l'ingérence du Rwanda, contre la présence des troupes du Rwanda et l'ont fustigé de manière très publique à travers des explications de leur vote sur la résolution prolongeant le mandat de la MONUSCO. Il est important de noter aussi que depuis 3 ans de guerre, c'est la première fois que le Royaume-Uni a explicitement nommé le Rwanda dans le cadre du conflit qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Je ne pense pas qu'il faut sous-estimer
ou diminuer l'importance de ce signal fort politique et diplomatique à l'encontre d'un ancien ou d'un allié ou partenaire privilégié du Royaume-Uni, le Rwanda. Pour sa part, le général-major Sylvain Ekenge a détaillé les avancées des FARDC sur le terrain. Il a rassuré de la détermination des forces loyalistes à libérer chaque portion des territoires occupés. Les combats continuent et les forces loyalistes se sont déterminées, une fois pour toutes, à libérer cette partie en dépit des renforts des terroristes qui continuent de venir et surtout des renforts de l'armée régulière rwandaise qui continue à affluer sur notre territoire. Sur l'axe Saké, nos hommes ont réussi à déloger les terroristes de leur position sur les hauteurs de cette cité. Et ce qui était là, c'était des forces spéciales rwandaises. Au front nord, les terroristes rwandais ont essayé ce matin de secouer nos positions, mais ils n'ont pas pu avancer car les forces armées de la République démocratique du Congo leur ont infligé une bonne correction aujourd'hui, et avec l'intervention de tous les moyens qu'on a, les moyens aériens, les moyens terrestres, l'artillerie, ils ont perdu du terrain. Pour vaincre cette guerre, le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, invite tous les Congolais, où qu'ils soient, à la vigilance face à la désinformation propagée sur les réseaux sociaux. Autre chose dans ce journal, le groupe d'experts des Nations Unies note un succès relatif des opérations Shuja menées conjointement par les forces armées de la RDC, FARDC et les forces de défense du peuple ougandais UPDF dans la région de Beni, Lubero et Ituri. Ces opérations ont permis la destruction des cas des EDF et la neutralisation de leurs commandants Do Amigo et Braïda. Ce rapport du groupe d'experts de l'ONU a été consulté par Delphin Mupanda depuis la ville de Beni. Le groupe d'experts de l'ONU indique que l'opération Shuja a affaibli les forces démocratiques alliées ADF. Les attaques ciblées des forces de la coalition ont permis la destruction des bastions des ADF, décimé leurs troupes et hiérarchies et permis l'évasion de certains otages. Plusieurs commandants des ADF, dont Braïda et Amigo, ont été tués. D'après ces rapports, Braïda est mort le 14 août, mort confirmé, et au moins 8 à 6 otages, dont des témoins oculaires. Il a été tué par des tirs de ses amis. Il avait quitté le groupe pour se rendre à reconnaissance sur leur position et avait donné l'instruction à son homme de tirer et de tuer quiconque s'approcherait d'eux. Lorsqu'il est revenu, ses hommes l'ont pris pour un combattant ennemi et Braïda est mort de ses blessures peu de temps après en présence de sa femme. Amigo, une figure de proue, l'un d'importants commandants des ADF qui tenait le cas de Mwalika, contribuait à planifier, diriger ou commander des attaques contre les civils. Âgé d'au moins 50 ans, il a été tué après Braïda. Il avait été victime d'une blessure mortelle causée par l'explosion d'une bombe des forces de la coalition lors d'une attaque. Malgré les rumeurs persistantes sur la mauvaise santé de Moussa Baloukou, le commandant-chef du mouvement, ce dernier garde encore le contrôle de ses troupes. Il portait apparemment un gilet explosif avec l'intention déclarée de se faire sauter s'il était capturé. Son successeur désigné et son bras droit actuel, Seka Oumarou, racherit les rapports qui citent comme source les ex-otages et anti-ADF. Amenés à se déplacer constamment, les ADF ont vu leur capacité opérationnelle se réduire considérablement et leur chaîne d'approvisionnement bouleversée. Les ADF souffrent de la famine et de la maladie, note ce rapport. Le rapport du groupe d'experts de l'ONU montre que l'opération Shuja a repoussé les ADF dans la province de l'Ituri et dans les territoires de Lubero. Elle est sortie de sa limite officielle pour poursuivre les cellules des ADF. À représailles, celles-ci s'en sont prises aux civils, enregistrant ainsi plus de 150 civils tués dans les attaques dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu depuis juin 2024. La majorité des cas des ADF sont maintenant situés dans la province de l'Ituri, où les groupes de Baloukou et Sokan de Madina ont été aperçus au nord de l'Oloa, sur la route Eringeti-Komanda, dans le territoire de Mampasa.
En décembre 2024, plus de 290 000 personnes ont été contraintes de fuir leur foyer au Nord Kivu, victimes des affrontements entre le FARDC et les rebelles du M23, rapporte l'OCHA. Cette situation a accru le besoin humanitaire dans une région déjà vulnérable et difficile d'accès, alors que des combats continuent de causer de pertes humaines et matérielles. Face à cette urgence, l'OCHA prévoit de renforcer les efforts humanitaires pour répondre aux besoins critiques de populations déplacées. Suivez ces récits de Eugénie Moussivirois. Dans une note publiée le jeudi 9 janvier, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA, alerte sur la gravité de la situation au Nord Kivu, particulièrement à Lubero. Les affrontements entre les forces armées de la RDC et FARDC et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont entraîné un exode massif en décembre 2024 avec des déplacés signalés dans le nord et le nord-ouest et le sud de la province. Selon OCHA, les violences ne se limitent pas au conflit entre l'armée et le M23. Des attaques des ADF contre les civils auraient doublé les vulnérabilités de populations déjà fragiles et soumises à des déplacements répétés. Dans le sud de Lubero, les combats incessants ont provoqué des vagues de déplacements massifs. Plus de 290 000 personnes ont été contraintes de fuir leur foyer au Nord Kivu en décembre suite aux affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23. Les conditions d'accès aux zones touchées restent extrêmement précaires. La note souligne que sur la route nationale RN2, principal axe reliant Lubero à d'autres localités, les entraves logistiques compliquent la livraison de l'aide depuis les bases de Beni et Butembo. Pour faire face à cette crise, l'OCHA envisage des campagnes de sensibilisation et un soutien aux acteurs locaux avec l'appui du Fonds humanitaire et du Conseil norvégien pour les réfugiés. Ces initiatives visent à améliorer la réponse humanitaire à Lubero, Moussienene et Butembo. Par ailleurs, les violences se poursuivent. Jeudi dernier, des affrontements concentrés à Mambasa et Matembe ont causé la mort des civils à Kitombiro, victimes de l'explosion d'une bombe. Une maison a également été détruite. D'après les statistiques de l'OCHA, la province du Nord Kivu héberge actuellement 2,5 millions de déplacés internes, faisant d'elle la région la plus touchée par les déplacements forcés en RDC. Revenons à la ville de Butembo où une poursuite de la campagne de récolte des fonds et des biens lancée par le mouvement citoyen et groupe de pression à Butembo pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et le résistant Wazalendo engagé dans la lutte contre le M23 RDF dans le sud de Lubero. La dynamique de femmes pour la bonne gouvernance d'IFEGU, structure membre de cette synergie, remercie la population pour son engagement patriotique. Rostombéane, sa coordinatrice, appelle à une mobilisation accrue pour remporter cette bataille. Suivez ces reportages de Mwana Mpendi Manzekele. Là, ce vendredi dernier, la campagne de récolte des fonds et des biens invite les habitants à apporter leur contribution, à signer des soutiens aux FARDC et aux résistants locaux. C'est le Rose Tombéane, coordinatrice de la dynamique des femmes et pour la bonne gouvernance du FEGU. Le geste déjà posé témoigne l'esprit patriotique des habitants de Butembo. Néanmoins, davantage de contributions sont nécessaires pour renforcer les efforts militaires. Et au nom de la DIFEGU qui est membre de la synergie qui organise, parce que c'est la synergie qui organise, on va remercier la population de la ville de Butembo qui a montré son esprit patriotique depuis le début de cette campagne par les dons qu'elle est en train de donner, vivre, non vivre, mais la majorité c'est vraiment l'argent et les gens sont en train de donner avec leur cœur. Et c'est toutes les catégories de la population. Même si pour prouver tout ce que j'ai dit, même les mendiants, nous avons quand même identifié certains mendiants qui donnent encore des paix qu'ils ont demandé. Et quand ils écoutent que c'est l'effort de guerre, ils donnent aussi
les paix que les gens leur ont donné. Vous voyez le degré d'appropriation de cette campagne, comme d'habitude, par la population de Butembo. Nous n'avons qu'à remercier tout ce qu'ils ont donné. Alors, nous avons fait la récolte par voie électronique à partir de nos téléphones, M-Pesa et RTL Money, des membres de certains membres de la synergie, et dont le mien. Et nous avons aussi organisons des descentes sur le terrain, surtout au centre-ville, donc dans des avenues très mouvementées où il y a des activités de la population de Butembo, dans des marchés, dans des galeries. Mais nous avons aussi un point permanent de récolte qui est le rond-point VGH. Et je voudrais, en citant cette stratégie, demander à tous ceux qui n'ont pas encore donné, peut-être que la personne n'a pas accédé à nous, comme nous passons la mi-journée, l'après-midi, et sur le terrain au centre-ville, et que peut-être la personne est loin, à Kangoté, partout où la population peut se retrouver. Nous leur disons, il n'est pas encore tard, mais les jours avancent, les temps avancent et les jours s'avancent. Nous les appelons à venir massivement à partir de demain au Europe VGH, parce qu'à partir de 14h, plutôt de 14h chaque jour, il y a toujours une équipe permanente. La campagne qui prendra feu le jeudi 15 janvier verra les fonds et les biens récoltés être acheminés le vendredi 16 janvier à Lubero pour soutenir les militaires et les résistants dans leur mission. La recrudescence de l'insécurité dans le Nord Kivu affecte l'économie locale. À Butembo, les prix des denrées alimentaires comme le maïs et l'huile de palme connaissent une hausse significative. Cette situation est attribuée à l'insécurité qui attrave l'approvisionnement depuis les zones de production. Suivez ce reportage de Mirembe Kitawite. Sur l'avenue du marché où ces denrées sont vendues en grande quantité, le prix du maïs a considérablement augmenté. Un sac de 110 kg vendu auparavant à 80 000 francs congolais coûte désormais 110 000 francs. Cette hausse a également affecté les prix du détail. Un seau de maïs vendu à 7 000 ou à 8 000 francs est passé à 13 000 voire même 14 000 francs. Selon Madame Antoinette, rencontrée dans son dépôt, cette situation découle de l'insécurité dans les zones de production et de la difficulté à acheminer les produits en raison du mauvais état des routes. Il n'y a pas de chemin pour véhicules. Au lieu que les véhicules passent par Kanyabayonga, il est obligé de passer par Kiavinyonge. Donc, il passe par Kiwanza, Kibirizi, arrivé à Vichump aux décharges pour être chargé de nouveau dans la pirogue jusqu'à Kiavinyonge. Encore de Kiavinyonge dans les véhicules pour Butembo et les camions transportent et demi-chargement. Alors, trouver l'argent de transport devient difficile. L'huile de palme est également concernée. Un bidon qui coûtait 60 000 francs congolais se vend désormais à 66 000 francs. Une bouteille est passée de 2 500 à 3 000 francs. Les zones productrices comme Mangurejipa, Beni, Owicha et Cantine sont sous la menace des milices, notamment les ADF. Depuis que les ADF ont commencé à tuer de l'autre côté, l'huile de palme est devenue rare. Nous ne savons plus quoi faire. Les violences perpétrées par les groupes armés tels que les M23 et les ADF dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri continuent de perturber tous les aspects de la vie quotidienne, y compris l'accès aux produits de base. Et le défenseur des droits de l'homme, Maître Sekera Kivasuvamo, a déposé une pétition à la mairie de Butembo ce vendredi 10 janvier. Il demande dans ces documents le déplacement de la barrière située dans la cellule de combat au quartier Malende jusqu'à la limite de la ville. Cette mesure vise à épargner les habitants des tracasseries qu'ils subissent en réseau de cette barrière gérée par des civils et militaires. La pétition signée par les habitants des combats est une réponse à leurs nombreuses plaintes. Reportage Sacré Kangiti et Promesse Mouyana. Komba, cellule du quartier Malende, dans la commune de Boulamba, est située à l'ouest de la ville de Butembo, éloignée du centre-ville. Cette cellule comporte une barrière où les passants
y compris des habitants du coin, doivent payer une taxe pour passer. Après des années de frustration face à ces tracasseries, Maître Sekera Kibasouwamo a pris l'initiative de défendre les droits de cette population en proposant le déplacement de la barrière jusqu'à la limite de la ville. Mon message de ce jour, c'est de ramener les politiciens à l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas d'être dans un parti tel ou X. Non, le rôle du politique, c'est de se battre pour résoudre les problèmes de la population. D'ailleurs, en principe, les politiciens devraient conjuguer les efforts pour résoudre les problèmes de la population. Il y a aussi la copie de Madame Gertrude Viumbira, qui est responsable de la société Viumbira SARL, attributaire de la route Butembo-Mangurejipa, qui a été même candidate dans la ville ici. Donc je voudrais dire à ma maman Jitou que ces électeurs de Malende sont en train d'être tracassés à sa barrière, qui ne devrait pas être dans la ville. Alors, avec le maire de ville, qu'il conjugue les efforts pour que cette barrière quitte et que les habitants de Malende puissent quand même respirer. Il convient de rappeler que cette pétition n'est pas nouvelle. La pétition signée par les habitants des Komba est une réponse à leurs nombreuses plaintes. Elle avait été signée il y a un an par les habitants de Malende, mais sans résultat concret. Déçus par l'inaction des élus locaux, ces derniers ont fait appel à Maître Sekera Kibasouwamo et à Freddy Salita pour relancer leur cause et plaider à leur faveur auprès des autorités compétentes. La barrière des combats se trouve à une dizaine de kilomètres à l'ouest de la ville, sur la route Butembo-Mangurejipa. Merci beaucoup Isabelle Wangaïmouka dans ce reportage de Promesse Mouyana. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.